Bonjour à tous déjà et merci aux organisateurs pour m'avoir invité à parler de la résilience, de ce concept de résilience que de notre côté, du côté de Nancy, nous avons adapté pour le champ de l'obésité sévère et notamment de la chirurgie bariatrique. Donc, avant toute chose, on va essayer de parler un petit peu de la résilience. Donc, ça va faire un petit peu répétition avec ce que Alexandra Laurent nous a dit juste avant. Mais du coup, ça va être intéressant. Je vous propose de débuter tout cela par une métaphore autour de la résilience, où on pourrait parler de la vie comme un long fleuve tranquille. Et ce long fleuve tranquille, pour avancer, on va avoir différents moyens à notre disposition qui vont être plus ou moins efficaces. On pourrait parler d'un canoë de compétition ou d'un radeau de sauvetage ou bien un canoë qui a déjà été pas mal malmené. Ici, on pourrait parler en psychologie tout simplement de ce avec quoi on part dans la vie, hein, que ce soit au niveau des ressources externes, hein, du milieu social, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ce fleuve est réellement tranquille? Et ici, donc, on va parler en psychologie d'événements potentiellement traumatisants. Et donc, la question qui se joue à travers ces différents événements, c'est que face à une telle violence, eh ben, en fait, on peut avoir différentes possibilités. La première, ça serait de passer l'événement comme si de rien n'était, on continue notre vie. Le deuxième élément qu'on pourrait observer, c'est tout simplement la noyade. Et donc là où tout s'arrête, on va parler en psychologie de mort psychique, tout simplement, suite à la violence, à l'effraction traumatique. Et sinon, on peut faire naufrage, on peut se briser face à cette violence, face à cette effraction. Et donc la question qui se pose, notamment pour cette troisième partie, c'est que le fleuve, lui, va continuer son cours, et donc la question qui va se poser, c'est comment se sortir de cette situation particulière. À disposition, donc on pourrait évoquer, et c'est si possible, et si on en a les capacités, si on a l'entourage pour, l'environnement pour, ça va être de prendre le temps de la réparation. Et ce qu'on va évoquer, nous, ça va être le travail de la mentalisation, c'est-à-dire la capacité à pouvoir verbaliser les émotions, les affects, liés à cette situation traumatique, et notamment à une tierce personne. Et le lieu qui est le plus adéquat, sinon, si on pourrait dire ainsi, qui est peut-être à privilégier, ça va être la relation avec un psychothérapeute ou un psychologue dans une psychothérapie. Si on n'a pas cette possibilité-là, on va être contraint tout simplement à écoper indéfiniment, hein, cette embarcation brisée. Et là, on va avoir toutes les représentations autour des différentes psychopathologies, telles que la dépression, l'anxiété, les addictions ou encore les troubles alimentaires qui vont être tous ultra représentés dans le monde de l'obésité. On le verra juste après. Et donc, par rapport à tout ça, être résilient à travers cette métaphore, ça serait en fait tout simplement réussir à réparer le canoë, c'est-à-dire réussir à surmonter là où les violences subies, pour ensuite reprendre sereinement notre navigation. Voilà pour cette petite introduction que je voulais faire autour, un peu illustrée autour de cette résilience, ce qui va nous permettre de nous introduire une tentative de définition, puisque vous l'aurez compris, la résilience est un concept complexe, et élaborer peut-être quelques critères d'évaluation pour cette résilience. Tentative de définition, donc la résilience, pour nous, elle représente le processus, hein, d'une part, et puis également la capacité d'une personne à se reconstruire psychiquement et à reprendre un développement psychique, et ce, malgré la survenue d'un ou de plusieurs événements traumatiques, que ce soit des abus sexuels, physiques ou émotionnels, des négligences émotionnelles ou physiques, des deuils traumatiques, mais également on peut parler aussi de maladies chroniques qui peuvent avoir un aspect
traumatiques dues à l'effraction de la maladie. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Et bien d'autres événements traumatiques. Donc globalement, la résilience va représenter la capacité du sujet à retrouver un état d'adéquation fonctionnelle heureuse, comme pourrait le définir Jean Bergeret. La résilience, pour nous, elle peut s'observer de deux manières. Une première manière, ça pourrait être transversalement, où on parlerait alors de dynamique de résilience. On parle alors de dynamique car le psychisme est vraiment en perpétuel mouvement, donc c'est cette notion de dynamique. Et puis le deuxième plan où on pourrait observer la résilience, c'est de manière longitudinale, où on parlera alors de trajectoire de résilience. L'émergence de ce processus de résilience va s'appuyer, selon nous, sur différentes ressources qui vont être disponibles et mobilisables par le sujet. Ressources, premièrement, qui peuvent être des ressources internes, du type du fonctionnement défensif mis en place par le sujet, des capacités de mentalisation du sujet, encore capacités et aptitudes cognitives, ou encore facteurs de personnalité, mais aussi sur des ressources qui vont être externes, où le sujet va pouvoir s'appuyer donc sur la structure, la qualité des relations familiales, amicales ou encore sociales, mais également en tant que soignant et dans les dynamiques de soins sur le soutien justement des équipes soignantes qui vont pouvoir venir soutenir cette dynamique. Donc globalement, à partir de cette définition, nous avons élaboré avec mon équipe une grille d'évaluation de la dynamique de résilience à partir de l'entretien clinique, donc à la suite d'une rencontre avec le patient, à travers 10 grands critères que nous avons répartis en 3 grandes dimensions. Cette première dimension serait donc l'absence de psychopathologie, premièrement, qui signerait la présence plutôt d'une dynamique de résilience. Donc on a évalué les différentes psychopathologies, dépression, anxiété, les troubles alimentaires, les troubles de la personnalité, les comportements suicidaires et auto-agressifs, troubles addictifs, les troubles liés à l'isolement social. Voilà, donc l'ensemble des psychopathologies que l'on peut observer dans notre population. Deuxième dimension qu'on a évaluée, donc ce sont au niveau des ressources internes, avec notamment la capacité d'expression des affects, et puis également la souplesse et la qualité du fonctionnement défensif mis en place par le patient. Et puis enfin, troisième dimension, ce sont les ressources externes que nous avons évaluées à travers la structure et la qualité des relations familiales, amicales et sociales, et puis également la présence d'un tuteur de résilience, notamment la capacité du patient à pouvoir identifier ce possible tuteur de résilience dans son entourage et sa capacité également à l'investir comme tel. Donc, à partir de ces 3 dimensions de 10 critères, nous avons donc défini 3 profils, si on pourrait dire, en fonction de la résilience. Un premier profil qu'on identifierait comme patient dit résilient, avec une dynamique résiliente. Et puis, troisième, qui seraient donc les patients non résilients qu'on a définis en 2 subdivisions, si on pourrait le dire ainsi. D'un côté, les non résilients qu'on pourrait dire purs et les non résilients intermédiaires qui font un peu le lien entre les non résilients et les résilients, qui sont plutôt des patients qui sont certes non résilients actuellement, mais qui sont plutôt dans une dynamique positive et progrediente vers la résilience. Donc la question maintenant qu'on peut se poser à travers ces premières tentatives de définition, c'est quel est le lien entre cette résilience et dans le contexte de l'obésité et de la chirurgie bariatrique. Pour ce faire, nous avons mené donc une étude longitudinale sur 200 patients qui ont été opérés d'une chirurgie bariatrique, où on les a suivis durant l'ensemble de leur parcours de préparation et puis après la chirurgie bariatrique, chirurgie de l'estomac, à visée de perte pondérale.
Le premier temps, c'est ce temps du début du parcours de préparation, puis ensuite à la fin du parcours de préparation, hein, donc entre les deux temps, nous avons entre 8 et 10 mois environ, parcours de préparation où les patients vont rencontrer des nutritionnistes, psychiatres, psychologues, diététiciennes. Voilà, ils vont avoir des groupes, etc., de préparation à la chirurgie. Et puis enfin, un troisième temps à distance de l'acte chirurgical, 1 an et demi à 2 ans après la chirurgie, où on a réévalué justement les dynamiques du patient. Pour chaque temps, donc, on a eu à disposition différents outils que je ne développerai pas ici. On avait une étude très armée. Différents questionnaires et échelles, il y en avait plus d'une dizaine, différents outils tels que les entretiens cliniques semi-directifs et également tests projectifs de type test de Rorschach pour ceux qui connaissent. Donc, premier résultat qu'on pourrait évoquer par rapport à tout ça, tout d'abord, c'est le vécu traumatique de l'histoire de vie des patients, où on observe chez cette patientèle 99% au moins qui ont au moins un événement traumatique de type abus sexuel, physique ou émotionnel, ou négligence émotionnelle ou physique, ou encore deuil traumatique. Et deuxième élément, c'est que 85% des patients ont un vécu polytraumatique, qui ont au moins eu 2 types d'événements. Autre élément que je voulais vous présenter également, c'était le moment de vie de ces événements, du premier événement, majoritairement dans l'enfance, où 95% quasiment des patients ont vécu au moins un événement avant l'âge adulte. Élément en termes de vulnérabilité, notamment de psychopathologie, ce que l'on peut observer, c'est que ces patients sont dans une dynamique majoritairement, en tout cas dans leur vie, ont présenté pour 95% d'entre eux au moins une psychopathologie, avec notamment qui sont très représentés la dépression, 65%, les addictions, 63%, les troubles alimentaires de type BED pour 70% d'entre eux. Donc vraiment une vie avec énormément de psychopathologie. Et lorsqu'on les rencontre la première fois, 3 patients sur 4, 75%, ont au moins une psychopathologie en cours. Donc, naturellement, la dynamique de résilience, je pense que vous l'aurez compris ici, on va plutôt vers une absence de résilience au début du parcours. On n'identifie pas de patients avec une dynamique résiliente. Mais ce que l'on peut noter ici tout de même, c'est que 15% de patients, on peut les qualifier comme intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans une dynamique positive malgré la présence de grandes difficultés. Et donc, justement, ce qui est intéressant maintenant à regarder, c'est la différence entre ces 2 types de patients. On s'aperçoit en fait que les intermédiaires vont avoir moins de psychopathologie tout de même, vont avoir moins de rigidité défensive dans les entretiens, vont également avoir une meilleure expression des affects et vont avoir plus facilement accès à un tuteur de résilience, c'est-à-dire à des personnes ressources autour d'eux. Donc voilà pour ce premier temps. Et donc maintenant, on va s'intéresser justement à cette évolution de cette résilience et pour commencer autour de la vulnérabilité, donc juste avant la chirurgie, après le parcours de préparation. Ce que l'on observe et ce qui est assez positif, notamment pour notre parcours, il montre une certaine efficacité. Ce parcours donc améliore les psychopathologies. On voit notamment une forte diminution des troubles alimentaires, le BED, des dépressions, des anxiétés, des addictions, avec un passage de 75% de patients avec au moins une psychopathologie à 1 patient sur 4, 26% des patients avec une psychopathologie après le parcours de préparation. Donc ici, on observe également en lien avec tout cela donc une amélioration de la résilience avec 22% de patients résilients à l'issue du parcours de préparation.
Mais résultats qui sont, je pense que vous le voyez, plutôt très positifs, hein, mais qui sont néanmoins à nuancer, et notamment à travers l'évaluation par les méthodes projectives, où on voit que la capacité de mentalisation des patients, ici, reste insuffisante, hein, elle bouge très peu hein, dans cet intervalle de temps, qui nous amène justement à une idée, c'est que ici, le parcours de préparation a vraiment un rôle contenant, un rôle protecteur pour le patient, qui va lui permettre un peu, on pourrait parler de SAS, hein, de protection, hein, qui va permettre de faire diminuer justement toutes ces problématiques, mais patient qui va ne pas pouvoir intégrer cette capacité de contenance. Et ce qui va justement expliquer l'issue après la chirurgie, avec donc à 1 an et demi, 2 ans après, où on réaperçoit justement une réaugmentation hein, des problématiques en post-chirurgical, où on repasse donc de 1 patient sur 4 qui a au moins une psychopathologie à 1 patient sur 2, hein, avec notamment une réaugmentation des troubles alimentaires compulsifs, des dépressions et de l'anxiété. Et donc ici, en termes de résilience, ce que l'on observe, c'est plutôt un maintien une légère augmentation de la résilience ici entre les 2 temps. Mais ce qu'il faut observer sur ce schéma-là, c'est notamment ce maintien hein, des patients non résilients qui restent vraiment très figés dans cette dynamique. Si on reprend nos patients, vous vous rappelez tout à l'heure, on faisait la différence entre intermédiaire et non intermédiaire hein, à temps zéro. Si on reprend justement ces patients, hein, cette différence qu'on faisait en temps zéro, et bien en fait, tout ce qu'on aperçoit, c'est que les patients qui étaient intermédiaires à T0 vont toujours mieux hein, que les patients non résilients à T0. Ils ont toujours moins de psychopathologie après la chirurgie. Ils ont toujours moins de rigidité défensive après la chirurgie. Ils ont toujours une meilleure expression des affects après la chirurgie. Et ils ont toujours plus de facilité d'accès à un tuteur de résilience. Ce qui amène ici la notion, je pense que vous l'aurez deviné, de trajectoire de résilience ici, que l'on va justement maintenant observer. Tout d'abord, entre le temps 0 et le temps 1, ici, globalement, le parcours de préparation reste plus profitable hein, aux patients qui sont intermédiaires, puisqu'ils sont 68% à devenir résilients, alors que dans l'opposition, on est à plus de 85% des patients qui étaient non résilients à T0, qui restent non résilients à l'issue du parcours de préparation. Au niveau de la période de la chirurgie, alors ce qu'il y a à noter, hein, c'est que globalement, la chirurgie va rejouer hein, les dynamiques de résilience, hein, notamment avec un impact sur le corps, et donc aussi va rejouer la question de l'effraction psychique potentiellement. Et donc ici, ce que l'on observe globalement, c'est que la résilience reste quand même plus favorable aux patients résilients AT1, hein, puisqu'ils sont 52% à rester résilients, alors qu'à l'inverse, hein, il y a cet effet miroir inversé. Chez les non résilients, ils sont 69% à rester non résilients. Quand on compare le T0 et le T2, on observe ces mêmes dynamiques hein, de miroir inversé, avec notamment les intermédiaires à T0 qui vont avoir 13,4 fois plus de chances d'être résilients en T2 que les patients non résilients. Donc, élément très intéressant, ceci dans le domaine de la psychologie, mais ce qui va être intéressant, c'est ce côté interdisciplinaire et justement où on va mélanger les différents types de données et notamment ici les données liées aux chirurgiens et au terme d'efficacité chirurgicale en termes de perte pondérale, avec notamment un indicateur que l'on appelle être bon répondeur à une chirurgie quand on a une perte pondérale supérieure à 30% de notre poids maximum.
Donc, première trajectoire que l'on peut évaluer, ça serait cette trajectoire A, hein, qui sont en fait globalement les trajectoires qui vont vers une dynamique de résilience, où on observe qu'en fait 93% de ces patients vont être bons répondeurs à la chirurgie, vont avoir une perte pondérale supérieure à 30% de leur poids maximum. Et lorsqu'on compare cette trajectoire A avec la trajectoire C, ici des patients qui restent non résilients d'un bout à l'autre de ce parcours, ce que l'on observe, c'est qu'ils répondent moins bien, hein, aux chirurgies donc où on arrive à une efficacité de la chirurgie de 1 patient sur 2. Lorsqu'on prend les patients dans l'entre-deux qui sont ni A ni C, on obtient justement cette trajectoire B, on est dans l'entre-deux à 76%. Donc globalement, quand on intègre tous ces résultats dans une autre ratio, ce que l'on observe, c'est qu'indépendamment de l'âge, et il faut savoir que, une anecdote, hein, mais que l'âge, on sait que c'est vraiment un élément important, hein, qui permet de définir, hein, l'efficacité d'une chirurgie. Donc, indépendamment de cet âge-là, les patients qui ont une trajectoire plutôt de résilience, une trajectoire A, ont près donc de 11 fois plus de chances d'avoir une bonne perte pondérale, c'est-à-dire une perte pondérale supérieure à 30% par rapport aux patients qui sont non résilients. Donc, élément très intéressant ici, qui va nous permettre d'arriver justement à notre conclusion pour aujourd'hui. Ce que l'on pourrait retenir, c'est que globalement, le diagnostic initial de résilience ici est vraiment prédicteur, hein, des dynamiques de résilience avant et après la chirurgie. Va être également important à retenir que les intermédiaires à T0 ont moins de psychopathologie, vont avoir également moins de défense rigide, vont avoir également une meilleure expression des affects, vont avoir un meilleur accès, hein, aux tuteurs de résilience que les patients non résilients, et ce aussi bien à T0 qu'à T1 et à T2. Hein, donc il y a quelque chose qui est d'une continuité dans le temps, et également que la trajectoire de résilience va influencer sur la perte pondérale après chirurgie bariatrique. Donc globalement, le concept de résilience et l'évaluation de la dynamique de résilience va permettre d'expliquer, hein, les efficacités, hein, du parcours de préparation, mais également va permettre d'expliquer les réussites chirurgicales de nos patients. En termes d'ouverture, maintenant, ce que l'on pourrait noter, hein, par rapport aux apports, et c'est aujourd'hui tout le travail que l'on met en place sur Nancy aujourd'hui pour essayer de transformer les pratiques, quid de la résilience comme critère d'évaluation avant chirurgie, quid également de la place de l'équipe soignante, et ça c'est quelque chose que je pense qu'on peut très facilement généraliser à l'ensemble du domaine hospitalier, et notamment la question suivante, sommes-nous là en tant que soignants, hein, pour faire prendre conscience peut-être au patient de sa propre capacité à devenir résilient, de lui proposer également des moyens pour l'inscrire dans cette dynamique. Autrement dit, doit-on devenir, nous, en tant que soignants, de potentiels tuteurs de résilience pour le patient? Et donc, plus globalement, je pense que cette étude est une illustration justement de ce que peut amener cette évaluation de la résilience, hein, du concept de résilience, et donc permettrait-il en fait justement ce concept de penser autrement le soin, et le soin notamment autour des maladies somatiques chroniques, comme par exemple ici la question qui va se poser dans la suite autour du cancer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.